La domestication des plantes. Vaste sujet que nous allons commencer aujourd'hui. Les pratiques culturales, par exemple pour la production des graines, constituent un enjeu majeur pour nourrir l'humanité. La sélection empirique ou programmée, alors empirique ça veut dire essentiellement basée sur les expériences et sur l'observation. La sélection empirique ou programmée, exercée par l'être humain sur les plantes cultivées au cours des siècles, a retenu des caractéristiques différentes de celles qui étaient favorables à leurs ancêtres sauvages. Cette sélection s'est opérée au cours de l'établissement d'une relation mutualiste entre les plantes et les êtres humains. Mutualiste signifie qui s'entraident. Aujourd'hui, de nombreuses techniques favorisent la création de plus en plus rapide de nouvelles variétés végétales, par hybridation par exemple, ou par utilisation de biotechnologie, et d'autres encore. La production de semences commerciales est devenue une activité spécialisée. Une espèce cultivée présente souvent de nombreuses variétés. Il y a certaines formes c'est une certaine forme de biodiversité. Et cette biodiversité résulte de mutations dans des gènes particuliers. L'étude des génomes montre un appauvrissement global de la diversité allélique lors de la domestication. La perte de certaines caractéristiques des plantes sauvages, comme les défenses chimiques ou des capacités de dissémination, et l'extension de leur culture favorisent le développement des maladies infectieuses végétales. Ces fragilités doivent être compensées par des pratiques culturales spécifiques. L'exploitation des ressources génétiques, historiques ou sauvages si elles existent, permet d'envisager de nouvelles méthodes de culture, par exemple réduction de l'usage d'intrants, limitation des ravageurs par lutte biologique, par exemple. La domestication des plantes, menée dans différentes régions du monde, a eu des conséquences importantes dans l'histoire des populations humaines. Elle a contribué à la sélection de caractères génétiques humains spécifiques. Il faut connaître quelques notions fondamentales telles que nous allons détailler après. Plantes sauvages, plantes domestiquées, diversité génétique, sélection artificielle, coévolution, évolution culturelle. Il faut comprendre comment l'humanité a domestiqué des espèces végétales variées afin d'optimiser leurs caractéristiques, par exemple rendement, facilité de récolte et bien d'autres encore, au détriment de leur diversité génétique initiale et de leur capacité à se reproduire sans l'intervention humaine. De manière réciproque, il faut comprendre que la domestication végétale a aussi eu une influence sur l'humanité. L'évolution culturelle du régime alimentaire, par exemple, a entraîné une évolution biologique des populations humaines. Il s'agit de distinguer différentes modalités d'action humaine sur le génome des plantes cultivées. Des plantes alimentaires sont étudiées comme exemple sans visée d'exhaustivité, évidemment. Alors vous allez pouvoir vous amuser à faire un travail en parallèle, c'est-à-dire vous allez pouvoir sélectionner des sites ou des manuels qui vont vous apporter certaines informations de votre choix. Par exemple, comparer une plante cultivée et des populations naturelles voisines présentant un phénotype sauvage. Ou bien identifier la diversité biologique de certaines plantes cultivées, par exemple la tomate, le chou, la pomme de terre. Vous pouvez également essayer de comprendre les enjeux de société relatifs à la production des semences en faisant vos propres recherches. Vous pouvez conduire un projet pour suivre une culture de semences commerciales sur plusieurs générations en prévoyant un protocole de comparaison des productions obtenues. Vous pouvez, si vous le souhaitez, identifier des caractères favorisés par la domestication, par exemple la taille, le rendement de croissance, le nombre de graines, la précocité, la déhiscence, la couleur, etc., etc.
Vous pouvez recenser, extraire et organiser des informations sur des exemples d'utilisation de biotechnologie pour créer de nouvelles variétés. Par exemple, la transgénèse, l'édition génomique. Vous pouvez aussi recenser, extraire et exploiter des informations concernant des mécanismes protecteurs chez une plante sauvage, production de cuticules par exemple, de toxines, d'épines, etc. Et vous pouvez les comparer à ceux d'une plante cultivée. Vous pouvez vous amuser à recenser, extraire et exploiter des informations relatives aux risques induits par l'homogénéisation génétique des populations végétales, par exemple sensibilité aux maladies, telles la crise de la pomme de terre en Irlande, ou bien la conséquence d'une infection virale chez la banane. Vous pouvez analyser des informations sur la quantité d'amylase salivaire ou sur des gènes de synthèse des oméga 3 dans les populations humaines et établir le lien entre ces éléments et le régime alimentaire de ces populations. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un cours un petit peu spécial qui est assez vaste. C'est pour ça que j'ai commencé par vous donner les informations qui étaient essentielles pour la première de spécialité. Alors, commençons par dire quelques mots sur les biotechnologies végétales qui permettent de créer des biodiversités dans des génomes végétaux et qui permettent en parallèle d'améliorer les plantes. Alors, concernant les biotechnologies végétales, il y a des enjeux sociétaux correspondant à cette amélioration des plantes. L'amélioration part de la domestication et va vers des pratiques culturelles actuelles. Les biotechnologies apportent certains savoir-faire, certains principes, tels la biologie cellulaire pour la régénération, la biologie moléculaire et la génomique, et la création et l'utilisation de la biodiversité moléculaire. La transgénèse, par exemple, est une biotechnologie végétale, par exemple, mais pas que végétale. Mais comme on étudie l'historique des plantes ou la domestication des plantes, on parle évidemment de transgénèse végétale. Donc il y a des bases cellulaires et moléculaires de la transgénèse qu'il faut comprendre, du moins dans les grandes lignes, et on peut donner quelques exemples d'utilisation potentielle et montrer l'état actuel des cultures. Alors, au niveau mondial, donc l'évolution de la domestication des plantes est relativement rapide parce qu'il y a une demande très importante. L'humanité, le nombre de personnes dans l'humanité augmente et la demande est croissante concernant ces produits agricoles ou issus de l'agriculture. La population augmente. Il y a une certaine évolution des habitudes alimentaires. Il y a un épuisement du carbone fossile. Il y a nécessité d'augmenter de 70% la production de certaines pratiques culturelles et de certaines plantes, en tout cas, qui vont être domestiquées. Mais cette domestication des plantes se heurte à des contraintes de l'environnement. L'environnement est là, il réagit évidemment, entre guillemets, et la plante, quelquefois, doit s'adapter et pas forcément de la façon que l'on attend. Il y a des impacts de l'agriculture sur l'environnement. On fait face actuellement, et c'est pas fini, au changement climatique, donc un effet de serre relativement important qui est dû en partie à l'excédent de dioxyde de carbone qui est rejeté dans l'atmosphère. Donc concernant cette limitation des ressources, en fait, qui vont se heurter aux contraintes de l'environnement, eh bien l'homme doit réagir au niveau de ses terres agricoles, au niveau de l'eau, de l'énergie, des fertilisants, de la biodiversité. Donc il faut produire beaucoup plus et si possible produire en adéquation avec la nature. Donc il faut
et c'est indispensable, intensifier de manière durable les choses qui vont être entreprises ou qui ont déjà commencé à être entreprises concernant cette domestication des plantes. Alors, évidemment, quand on dit domestication des plantes, on pense aux plantes sauvages, évidemment. Les plantes sauvages, on va les domestiquer. Ça veut dire quoi, les domestiquer? Bien, ça veut dire qu'on va les utiliser pour les bienfaits de l'humanité. Mais pas que de l'humanité, il y a les animaux aussi. Donc la population mondiale augmente et la consommation d'énergie augmente également. Donc il faut que l'homme s'adapte à ces évolutions. Alors concernant donc ce qui devrait être durable, donc cette intensification qui va durer concernant ces besoins énergétiques alimentaires entre guillemets, eh bien il y a une certaine organisation socio-économique et politique qui soutiennent le développement agricole. Pour cela, il faut qu'il y ait une bonne gestion des ressources concernant l'eau, le sol, l'énergie, la biodiversité. Et les pratiques agricoles doivent subir une intensification qui soit durable avec l'aide, possiblement, entre guillemets, de pratiques industrielles. Et tout cela va permettre l'amélioration des plantes, la domestication des plantes sauvages en faveur des besoins croissants de l'humanité. Alors, il peut y avoir des améliorations génétiques concernant en relation évidemment avec cette domestication. L'amélioration génétique est un point important puisque elle contribue très largement à améliorer la qualité des plantes. Il y a une augmentation des besoins en produits agricoles, toujours en relation, évidemment, avec l'alimentation, mais pas forcément que l'alimentation. Si par exemple on prend une maison, il faut construire une charpente en bois, eh bien on voit bien que l'amélioration des plantes peut concerner également le bois. Le bois qui va être utilisé pour diverses raisons. Les meubles également. Bon, la demande est très importante. Donc, l'amélioration génétique des plantes, c'est faite depuis très longtemps, 10 000 ans à peu près, dans différentes régions du monde. Par exemple, le maïs, il y a environ 7 000 ans, en Amérique, alors on va dire Amérique centrale. Les haricots, la pomme de terre, Amérique du Sud, il y a 10 000 ans à peu près. Le millet, il y a 5 000 ans à peu près, donc en Afrique de l'Ouest. Le sorgho, pas très loin de l'Éthiopie, il y a 4 000 ans. Le blé, l'orge, les pois, il y a 13 000 ans, dans le croissant fertile. En Chine, le riz, le soja. En Inde, le riz, le haricot, etc. Donc l'amélioration des plantes s'est faite dans différentes régions. Alors concernant l'exemple du maïs, alors le maïs, son ancêtre sauvage serait le théocinthe, ou la théocinthe, on va dire la plante théocinthe, qui est présente en Amérique il y a très longtemps. Et puis il y a eu la domestication avec les premiers maïs qui sont apparus au Mexique. Alors à l'époque on produisait à peu près 1 quintal par hectare. Et puis il y a eu des adaptations en Europe. Il y a eu différentes populations de maïs qui ont été introduites dans le sud de l'Europe. Et puis il y a eu des hybrides qui ont été fabriqués, entre guillemets, domestiqués. Donc il y a eu une extension des zones de culture et création des premiers hybrides qui permettaient d'avoir un rendement qui pouvait atteindre et même dépasser, ou pas dépasser,
90 quintaux par hectare. Vous voyez, on est parti de 1 quintal par hectare au Mexique, hein, quand il y a eu les premiers maïs qui ont été domestiqués. Et plus le temps passe, et plus la domestication du maïs est importante, et donc ces hybrides permettent d'avoir des rendements très importants. Alors, cette domestication, elle concerne quelques gènes majeurs. Par exemple, si on revient à la théocynthe rachis, maïs moderne, hybride. Pourquoi est-ce qu'il y a des transformations? Eh bien, il y a certains gènes majeurs concernés. Par exemple, le gène TB1 qui code pour un facteur de régulation de transcription. Vous vous souvenez ce que c'est la transcription? C'est la copie d'un gène sous forme d'ARN messager. Donc ce gène TB1, il va coder il code pour la régulation d'un facteur de transcription, le facteur TCP. Le gène TB1 contrôle la structure branchée de la plante chez la théocynthe, puisque si on prend un pied de maïs actuel, il y a un seul pied, une seule tige, avec des épis par-ci par-là. Mais sur la théocynthe, il y avait plusieurs tiges. Donc il y avait un axe principal, une tige principale, et à partir de cette tige principale, d'autres tiges secondaires poussaient. Et bien là, c'était sous le contrôle du gène TB1. La surexpression du gène TB1 entraîne une dominance apicale accrue et le développement d'une tige unique et épaisse chez le maïs cultivé. Donc vous avez compris? La surexpression du gène TB1. C'est quoi l'expression du gène? L'expression du gène, c'est le fait que ce gène va donner d'abord par transcription un ARN messager. Alors, il y aura plusieurs ARN messagers au départ, hein, parce qu'il va y avoir une maturation d'un certain nombre d'ARN messagers, mais on obtiendra un ARN messager principal qui va, par traduction, dans le cytoplasme évidemment des cellules végétales, donner une protéine. Donc ça veut dire que l'expression d'un gène va donner une protéine. Et la surexpression de ce gène va surexprimer ce gène, donc il va y avoir un surplus, entre guillemets, de certaines protéines. Et cette surexpression, elle entraîne une dominance apicale et le développement d'une tige unique. Ça veut dire qu'il n'y a plus les tiges secondaires. Donc c'était une évolution d'une pratique culturelle. Mais alors, comment ça a été fait, comment ça a été constaté, j'en sais rien, je ne sais pas. On peut imaginer qu'au hasard des mutations, puisqu'on parle d'empirisme là, hein, les paysans, les gens qui cultivaient le maïs se basaient sur l'observation, et puis un jour peut-être qu'il y a eu apparition d'un maïs avec un seul pied, une seule tige plutôt, et puis qu'il y a eu ensuite une surexploitation, une exploitation de ce pied, puisque c'était favorable pour l'être humain. Alors, donc, quoi qu'il en soit, hein, l'homme a pu cultiver ce maïs dont le gène TB1 a été surexprimé suite à une mutation. Il y a également le gène que l'on appelle TGA1. Il code pour un facteur de transcription également, SBP, peu importe. Il contrôle le développement des glumes et sa mutation produit des grains nus
est fixé à l'épi. Alors les glumes, hein, c'est ce qui protège, ce sont des espèces d'enveloppes qui protègent les grains. Donc c'était gênant parce que chaque grain était protégé par une glume, alors ce n'était pas pratique pour la culture. Alors pour la culture peut-être pas, mais pour la récolte en tout cas, c'était pas évident hein, d'avoir des grains avec des espèces de protection. Alors donc comme il y a eu une mutation, eh bien les glumes ont disparu, les grains se sont trouvés nus et la récolte était beaucoup plus facile. Donc voilà, ce sont deux exemples concernant les gènes TB1 et TGA1 qui permettent de comprendre que d'une part, le gène TB1 a agi par mutation en fait. Il y a eu une surexpression apicale, c'est-à-dire au sommet de la tige en croissance, avant bien sûr que les tiges secondaires se développent, et donc il y a eu une seule tige avec des grains fixés. Alors c'était pas les épis actuels, hein, mais quand même. Et puis le deuxième gène, alors oui, donc comme il y avait un avantage sélectif dû à cette mutation, eh bien donc les gens à l'époque ont pu cultiver ce maïs qui a été muté, enfin dont le gène TB1 a subi une mutation. Et donc le phénotype, hein, l'expression en fait d'un gène donne un phénotype. Alors phénotype moléculaire, hein, si on se place au niveau moléculaire, ensuite cellulaire, puis phénotype macroscopique, c'est-à-dire un pied de maïs avec une tige unique et des petits épis répartis ici et là. Ce n'était pas encore les gros épis. Et puis le gène TGA1, donc qui contrôlait la formation des glumes, une mutation a fait qu'il n'y avait plus de glumes. Donc les grains étaient nus et fixés à l'épi. Et l'homme donc a continué à cultiver cette plante, donc à domestiquer cette plante par rapport à la plante initiale qui était la théocinthe, qui est la plante sauvage. Et la plante domestiquée, ce sont les nouveaux plants de maïs. Alors on pourrait parler d'autres exemples chez d'autres plantes, hein. D'autres gènes sont responsables de différents caractères. Par exemple, les gènes petit q SH1 et SH4 sont responsables de l'égrainage du panicule de riz sauvage. Le gène Q s'occupe de la structure compacte et solide de l'épi de blé. On peut également avoir des tailles réduites de plusieurs plantes, contrôlées par des homologues de gènes GA1, ou GAI plutôt, impliqués dans la biosynthèse d'une hormone chez le blé, le maïs ou le colza. Donc voilà l'intérêt de quelques modifications génétiques. Alors cette amélioration, elle repose également sur ce que l'on appelle l'utilisation de la biodiversité. Cette domestication, elle a reposé surtout sur l'existence et la sélection de quelques gènes, du moins des allèles, donc qui avaient des effets forts, qualitativement intéressants pour l'homme. Et l'amélioration actuelle repose sur l'existence d'une variabilité d'un plus grand nombre de gènes, donc d'allèles, à effet souvent plus fin et plus complexe, à la fois quantitatif et qualitatif. Si vous prenez les choux, par exemple, il y a plusieurs sortes de choux. Si vous prenez les maïs, il y a un nombre très important de sortes de maïs. Si vous prenez les courges ou les courgettes, il y a un nombre très important de formes, voire de couleurs de courgettes. Alors, principe de l'amélioration des plantes, si on prend l'exemple de la pomme de terre, il y avait
une collection où il y a une collection de plus de 3500 formes sauvages ou cultivées. Donc vous voyez, chez la pomme de terre, il y a une grande diversité qui existe. Alors les formes sont toujours plus ou moins les mêmes, mais on peut avoir des textures différentes, la peau de couleurs différentes, on peut avoir des pommes de terre rouges ou roses, et des croisements entre individus choisis pour leur caractère intéressant pouvaient donner une nouvelle variété. Donc il faut sélectionner, les chercheurs ont sélectionné, ou les gens ont sélectionné certaines plantes. Alors s'il s'agissait d'empirisme, le cultivateur peut très bien se dire, tiens, j'ai un certain nombre de pommes de terre, je vais croiser deux pommes de terre intéressantes, enfin dont l'une a une propriété intéressante et l'autre a une autre propriété intéressante. Chacune des deux pommes de terre a une seule propriété intéressante, mais en combinant les deux, en faisant une fécondation croisée, eh bien, on peut obtenir une variété hybride qui est une nouvelle variété. Donc ça veut dire qu'il faut choisir pour le croisement, si on décide de faire un croisement, par exemple dans le cas de la pomme de terre, mais ça peut être pour d'autres plantes, eh bien, on fait des croisements entre individus choisis pour leur caractère intéressant, et on obtient, à partir de souches pures, pour le gène correspondant et pour le caractère intéressant, puisque le caractère résulte toujours de l'expression d'un gène, évidemment. Donc ça veut dire qu'à partir de cet ADN, on obtient une protéine spéciale, on peut obtenir un caractère spécial. Alors cette protéine, c'est pas forcément, ça peut être une protéine enzymatique, hein. C'est pas forcément la protéine qui intervient directement sur la qualité de la pomme de terre. Mais ça peut être une enzyme qui fasse que un substrat va donner un produit, et ce produit justement qui pourrait être intéressant. Quoi qu'il en soit, donc on peut obtenir un hybride, et puis on peut obtenir donc de nouvelles variétés. Donc lorsque l'on s'intéresse aux étapes de la sélection, il faut recenser le matériel génétique existant intéressant, puis il faut de manière empirique, on parle de l'empirisme, observer, choisir et croiser le matériel de départ. Alors on fait des croisements, des croisements en fait, on croise. On peut créer des lignées ou des parents de l'hybride, on peut fixer les caractères et on peut évaluer la valeur agronomique et technologique de la nouvelle variété, voir si c'est intéressant ou pas intéressant. Par exemple, on peut obtenir des pommes de terre à frites, des pommes de terre plutôt à purée. Bon. Alors les méthodes de sélection évoluent évidemment. La sélection autrefois se faisait en sélectionnant la masse qui paraissait la plus importante. Parce qu'évidemment, si un pied de pomme de terre produit 10 pommes de terre de masse chacune 50 grammes, et puis une autre pomme de terre qui produit un autre pied de pomme de terre qui produit 10 pommes de terre de 200 grammes, eh bien, entre les 50 grammes x 10 et les 200 grammes x 10, il y a une différence, et c'est beaucoup plus intéressant financièrement de vendre des pommes de terre qui ont une masse plus importante. Donc, depuis la domestication, eh bien, il y avait essentiellement une sélection de la masse. On dit sélection massale. Donc, les gens choisissaient les meilleures populations qui permettaient d'avoir des masses importantes, donc les graines pour leur performance propre, et puis ça permettait d'améliorer les populations de plantes qui étaient par exemple haut de gamme, comme le blé ou l'orge. Et puis, il y a eu mise en place de sélection généalogique, donc qui était basée sur la sélection d'individus et sur la performance point de vue descendance.
Et des espèces ont été améliorées, qu'elles soient autogames ou allogames, et ceci au cours de fécondation croisée. La betterave est un excellent exemple. Et puis, plus tard encore, il y a eu utilisation de cartes génétiques, puis des marqueurs moléculaires, et ceci, vous l'avez compris, au XXe siècle. Les lois de Mendel ont été revues, utilisées, évidemment. Il y a eu des sélections d'hybrides, par exemple de maïs, en 1908 par Schull. Il y a eu les premières cultures ou les cultures de variétés de maïs hybrides aux États-Unis en 1933. Les premières cartes génétiques du maïs ont été proposées ensuite. Et puis il y a eu un début de sélection assistée par marqueurs à partir des années 80. Alors, il y a encore beaucoup de choses à dire évidemment, mais ces techniques ont des limites. Les limites sont inhérentes à la reproduction sexuée, par exemple difficulté de réaliser des croisements entre espèces. Normalement, les croisements ne se font qu'au sein d'individus de la même espèce. Mais si les gens veulent améliorer, domestiquer deux plantes d'espèces différentes en une seule plante, enfin les faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule plante au lieu qu'il y ait les deux types de plantes, on regroupe deux caractères intéressants dans une même plante, eh bien ça veut dire que c'est pas évident de croiser des espèces différentes. Donc il y a risque d'introduction de caractères indésirables dans la nouvelle variété et il y a des délais à respecter ou qui correspondent en fait à des contraintes pour créer une nouvelle variété qui sont liées au cycle de la végétation et au nombre de générations nécessaires. Alors, les biotechnologies apportent des avantages, par exemple créer et mieux exploiter la biodiversité, faciliter les croisements interspécifiques, par exemple, connaître également le génome et maîtriser l'apport de nouveaux caractères, et ainsi diminuer la durée de la création variétale. Donc s'il y a des limites qui dépendent de la reproduction sexuée, eh bien les biotechnologies peuvent apporter leur contribution pour réduire ces limites. Alors, concernant les biotechnologies, on avait parlé de biologie cellulaire et de régénération, de biologie moléculaire et de génomique, et de création et utilisation de la biodiversité moléculaire. Alors, les étapes d'une sélection, c'est toujours relativement dans l'ordre suivant, donc recenser le matériel génétique qui existe, observer, choisir et croiser le matériel de départ, puis créer des lignées ou des parents de l'hybride, fixer les caractères, évaluer ensuite la valeur agronomique et technologique de la nouvelle variété, et puis inscrire la nouvelle variété officiellement. Alors il peut y avoir différentes méthodes, je ne vais pas détailler tout, mais juste vous dire quelques mots. Il y a ce que l'on appelle la micropropagation in vitro. Ça peut être des sauvetages d'embryons, ça peut être des cultures de méristèmes, et ça peut être la multiplication conforme. Alors sauvetage d'embryons, donc on parlait de multiplication in vitro de tissus végétatifs, on peut faire le sauvetage d'embryons, par exemple des tomates, de tournesol, de courgettes, de laitue. Culture de méristèmes. Alors les méristèmes, ce sont des zones où la division mitotique est très importante. Donc ça peut être culture de méristème. Alors bon, évidemment on peut prendre un peu n'importe quel méristème, mais on peut prendre les pommes de terre, les artichauts,
dahlia, vigne, ail, fraisier. On peut faire également des micro-bouturages. Une bouture, hein, ça ne fait pas intervenir la fécondation sexuée, mais la fécondation asexuée. Autrement dit, on prend une tige avec au moins un bourgeon, on plante cette tige, et c'est une bouture. Ensuite, la plante va pousser. Grâce à la capacité de totipotence des cellules. Totipotence, c'est la faculté des cellules de n'importe quelle cellule, de n'importe quel tissu, de redonner quelque chose qui ressemble à la plante de départ. Autrement dit, elles ont, ces cellules, la capacité de redevenir des cellules embryonnaires. Entre guillemets, hein, bon. Voilà, donc on peut faire des bouturages d'un peu de tout, hein, de la vigne, de la framboise, du figuier, séquoia, du pin, eucalyptus, etc. Et l'application, eh bien, ce sera la propagation par clonage, évidemment, puisqu'on peut faire un grand nombre, on peut produire un grand nombre de clones dans un grand nombre de tubes à essai, et ensuite les replanter en terre, et puis ensuite les vendre, par exemple, ou les utiliser pour diverses raisons. Donc c'est une multiplication qui est rapide et qui permet de gagner du temps, évidemment. Et puis on peut éliminer les viroses. Il y a d'autres techniques, évidemment, l'embryogenèse somatique, l'obtention et fusion de protoplastes et régénération, et puis haploïdisation. Alors concernant ces biotechnologies cellulaires, donc culture in vitro de cellules, de tissus et régénération. Alors il y a l'historique, hein, je ne vais pas vous donner tout en détail, mais globalement, en 1902, il y a eu la découverte de ce que l'on appelait la totipotence de cellules végétales. Donc n'importe quelle cellule était capable de redonner un végétal entier. Ensuite, il y a eu l'assainissement des cultures par culture de méristème de certaines plantes, le dahlia. Ensuite, il y a eu l'obtention des premiers embryons somatiques de carottes. Alors le soma, ça s'oppose au germin. Le germin, c'est ce qui est plutôt sexuel, donc les cellules sexuelles, et somatique, c'est toutes les cellules de la plante autres que sexuelles. Et puis il y a eu des plantes haploïdes, etc. etc. Bon, je ne vais pas faire le détail Donc des exemples de bouturage, hein, que vous allez pouvoir trouver sur internet. Hein. Il y a 11 000 ans, néolithique, le figuier par exemple, micro-bouturage, vous pouvez trouver des exemples également, par exemple le dahlia, et puis développement industriel d'orchidées, de rosiers, etc. Alors, concernant l'embryogenèse somatique et le sauvetage d'embryons, l'embryogenèse somatique permet par exemple de produire des plants de conifères. Concernant le sauvetage d'embryons, on peut sauver par culture in vitro des embryons qui ne sont pas viables, par exemple des embryons obtenus par croisement entre tournesols cultivés et sauvages, bon, etc. Alors les protoplastes, on peut obtenir des protoplastes également. Donc les protoplastes, ça veut dire on enlève la paroi. Globalement, il reste que la cellule sans paroi. Donc les protoplastes ont une forme plutôt sphérique. Donc par exemple, on a un parenchyme de jeunes feuilles. On peut faire, à partir de ce parenchyme, donc une suspension de protoplastes. Et puis ensuite, faire fusionner, transformer, régénérer certaines parties de plantes, mais uniquement à partir du protoplaste, puisqu'on n'a pas l'inconvénient d'avoir la paroi qui est rigide. Donc on fait simplement pour passer, par exemple, du parenchyme de jeunes feuilles à la suspension de protoplastes, on fait par exemple ce que l'on appelle une digestion enzymatique de la paroi. Donc ça veut dire que la paroi disparaît. Donc il y a des enzymes de lyse de la paroi pectocellulosique et on ajoute des éléments stabilisants, les sucres, sels minéraux par exemple, etc. L'application
c'est qu'on peut faire une fusion de protoplastes et régénérer une plante. Donc la maîtrise de la culture et de la fusion de protoplastes et de la régénération du colza, par exemple, ont permis la régénération de cybrides, qui sont des hybrides cytoplasmiques. Bon voilà, donc c'est un exemple d'application. Concernant l'haploïdisation ou l'aplodiploïdisation, c'est l'obtention d'individus qui proviennent d'un seul parent, sans fécondation. Après un doublement, donc spontané ou induit par diploïdisation, après un doublement du nombre de chromosomes, cela va conduire à des lignées parfaitement homozygotes, 2 N purs, par exemple. Donc il y a un gain de temps, une efficacité évidemment très importante pour la fixation de certains caractères par rapport au cycle classique de croisement qui demande du temps. Bon. Donc la génomique de l'amélioration, on répète que l'objectif c'est de localiser et de séquencer les gènes, d'étudier leurs fonctions évidemment, et de les utiliser pour créer de la variabilité et donc en tant que marqueur pour la sélection. Donc ça concerne évidemment les étapes de la sélection qui permettaient de recenser le matériel génétique existant, d'observer, de choisir et de croiser le matériel de départ et de créer des lignées ou des parents hybrides. Ensuite, fixer les caractères, évidemment, évaluer la valeur agronomique, technologique de la nouvelle variété et puis inscrire ensuite la nouvelle variété. Alors, on pourrait bien sûr parler de l'étude du génome, l'étude de l'historique des génomes et de l'ADN, ce qu'on ne va pas faire, mais simplement savoir qu'il y a des bases à connaître. C'est que l'ADN, c'est le support moléculaire de l'information génétique. C'est un rappel. Donc c'est une chaîne à 2 brins de 4 molécules ATCG. Et l'ADN a une structure identique chez tous les organismes vivants. Et sa réplication et sa transmission induisent des variations. Donc il y a une évolution permanente des génomes. Donc l'ADN, évidemment, dans la génomique est utilisé. C'est une évidence. Bon, donc voilà pour quelques mots. Alors, certaines mutations sont utilisées évidemment. Les mutations s'accumulent en permanence avec les générations. Ce sont des erreurs de réplication ou ça peut être des erreurs de réparation de l'ADN également. Donc, erreur de réplication, vous vous souvenez de la réplication semi-conservative qui permettait de dupliquer la quantité d'ADN avant la division mitotique. Donc, cette accumulation peut être stimulée par la présence d'agents mutagènes, évidemment. Ça peut être biologique, insertion de rétrovirus, de transposons, physique, ça peut être des agents physiques également qui induisent ces mutations, donc physiques ou chimiques. Alors physiques, ce sont par exemple les rayonnements UV, admettons, chimiques, et puis ça peut être également d'échange de matériel génétique avec d'autres espèces. Donc les mutations sont de nature diverse, vous vous souvenez, on peut avoir une séquence ancestrale et puis on peut avoir une suite de mutations de cette séquence de génération en génération. Cette mutation peut être ponctuelle, on peut avoir une délétion ou des insertions. Donc ces mutations constituent la base de la sélection. Par exemple, plusieurs mutations du chou sauvage ont conduit à différents types de choux, différentes variétés. Par exemple, le chou de Bruxelles, le brocoli, le chou cultivé, le chou-fleur, le romanesco, bien sûr autant d'espèces, de variétés de choux qui proviennent de mutations du chou sauvage. Alors on peut avoir acquisition de gènes par croisement interspécifique, ça a été le cas de la tomate,
Donc 10% du génome, environ 3000 gènes des tomates cultivées, proviennent de croisements avec d'autres espèces. La plante sauvage, c'était Lycopersicon ancestral, qui a donné Lycopersicon esculentum, Lycopersicon pimpinellifolium, etc., etc. On peut avoir des croisements interspécifiques spontanés, ça a été le cas du blé par exemple. Ce sont des espèces créées par croisement interspécifique spontané. Donc il y avait le blé, Hexapolyploides, cotonnier, colza, moutarde, etc., etc. Ce n'est pas tout. Et cette polyploïdisation est une source importante de biodiversité. Alors, en gros, c'est une duplication du génome, en fait. Donc, elle peut être naturelle. Par exemple, dans le Caféier arabica, il y a 4 duplications de génome. 4 fois. 4 fois 11. 44. Chez la luzerne, par exemple, il y a 4 duplications également. 32. Les plantes d'aujourd'hui sont considérées comme diploïdes. Non, des plantes aujourd'hui considérées comme diploïdes sont d'anciens tétraploïdes. Par exemple le maïs, la vigne, le peuplier, le fraisier. Donc on peut mettre en évidence au moins 3 duplications successives chez les dicotylédones. Cette polyploïdisation, donc duplication du génome, peut être induite. Et elle peut être à l'origine de nombreuses mutations, évidemment. Par exemple, on peut avoir des remaniements chromosomiques, quand on pense que l'on a 4 fois la duplication dans le Caféier arabica, on imagine que les mutations sont très importantes. Et on peut avoir donc de nombreux remaniements chromosomiques, des insertions et délétions, activation de transposons, dérives rapides, évidemment régulation épigénétique, etc. Alors les transposons, ce sont des éléments génétiques mobiles responsables de nombreuses mutations sélectionnées en amélioration. C'est le cas chez le chou-fleur. Sélection vers 1975 et insertion d'un rétrotransposon, par exemple. Donc on a une couleur blanche et puis on obtient une couleur orange. Également, insertion d'un rétrotransposon, donc dans le raisin. Et puis également chez certaines plantes, comme le liseron, par exemple. Concernant le riz, par exemple, donc il y a eu de très nombreuses accumulations de mutations qui ont amené à créer un riz cultivé avec certaines propriétés. Donc il y a le génome original, il y a des mutations, des translocations, des inversions, etc. Et on obtient finalement tel ou tel riz. Il y a beaucoup de sortes de riz, évidemment. Alors, on peut utiliser également la mutagénèse. La mutagénèse artificielle est très utilisée depuis le milieu du XXe siècle. Bon, il y a une héritabilité des altérations, évidemment, c'est-à-dire des mutations provoquées par des radiations. Puis diversification des agents mutagènes physiques, par exemple certains rayons UV, et chimiques également. Bon, voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire. Donc les mutations sont la base de l'évolution, de l'adaptation des espèces, de la domestication ou de la sélection. Les données génomiques qui montrent que le monde vivant constitue un pool de gènes POOL, qui évolue en permanence. La quasi-unicité du code génétique permet des transferts horizontaux, nombreux et variés. Alors ça a été le cas des mitochondries et des chloroplastes, faut pas l'oublier. Alors, le génie génétique peut être utilisé donc avec l'utilisation d'Agrobacterium, tuméfaciens. Bon, je ne vais pas expliquer parce que c'est compliqué. Donc évidemment, dans les biotechnologies, on a la transgénèse.
la transgénèse, donc on a les bases théoriques de la transgénèse. Elle est basée sur l'universalité du code génétique, donc ce qui rend possible l'utilisation de la séquence d'un gène, quelle que soit son origine, que ce soit une plante, une bactérie ou un animal. Alors ça veut dire quoi l'universalité du code génétique? Ça veut dire que à partir de ATCG de l'ADN, l'expression d'un gène se fait toujours de la même façon, quelle que soit l'espèce. Donc il existe des facteurs qui sont des vecteurs de transfert de gènes qui permettent de faire pénétrer un fragment d'ADN dans une cellule et dans le génome végétal en l'occurrence. Donc on peut avoir des vecteurs biologiques, ça peut être des virus, ça peut être des agrobactéries. Il peut y avoir des vecteurs physiques, par exemple injection, électroportation, etc. Ou des vecteurs chimiques, comme les liposomes par exemple. Il y a, concernant cette base théorique de la transgénèse, la totipotence cellulaire, qui rend possible la régénération de plantes entières à partir d'une cellule, ce qui n'est pas forcément nécessaire avec certains vecteurs biologiques. Alors on pourrait parler de l'ingénierie génétique et végétale et de son historique, ce que nous n'allons pas faire. C'est long, compliqué, puis ça, on sort un peu du cadre de l'étude. Alors les étapes de la transgénèse, c'est pas compliqué, c'est identifier le gène d'intérêt sur un organisme porteur, isoler ce gène d'intérêt, l'intégrer, c'est-à-dire le gène d'intérêt est intégré dans une construction génétique, le multiplier, donc multiplier cette construction génétique, et puis ensuite transformation biologique, alors utilisation possible d'agrobactérium, transfert direct possible, microparticules enrobées d'ADN, bon, transférer le gène, le régénérer, etc. Mais avant ça, sélectionner les cellules transformées, et puis évaluer l'expression de ce gène, et ensuite incorporer par des croisements dans une variété commerciale. Bon, il y a plusieurs possibilités, en tout cas on fait passer un gène d'une espèce à une autre, ou au sein de la même espèce. Alors la transgénèse a ses limites tout de même, c'est que le site d'insertion dans le génome reste aléatoire. Bon. Les nucléases sont utilisées également, donc des protéines, etc. etc. Bon, on sort du cas. Des domaines d'application de la transgénèse, c'est l'agronomie, l'alimentation, l'industrie et la santé. Alors dans l'agronomie, il y a la résistance à des insectes. Ça veut dire que la transgénèse est utilisée pour que certaines plantes résistent à des insectes. Alors on n'est pas loin de parler d'OGM évidemment. La résistance à des maladies, résistance à des herbicides. L'alimentation est bien en relation avec les qualités nutritionnelles. Par exemple, une transgénèse peut améliorer la qualité de certaines plantes, peut améliorer la maturation des fruits, la transformation agroalimentaire. Concernant la santé, la transgénèse peut permettre de produire des vaccins, des protéines humaines, produits sanguins, etc. Dans l'industrie, ça peut être fabrication de pâte à papier, d'huile industrielle, de colorants, etc. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'applications de la transgénèse qui font quelquefois peur. Il y a des applications agronomiques également, donc concernant les maladies et les ravageurs, donc il y a perte de récolte quelquefois, mais si on utilise la transgénèse pour les applications agronomiques, eh bien ça peut être intéressant, notamment résistance aux insectes, à des maladies, à des herbicides. Alors ça fait un peu peur quand on dit une plante résiste aux herbicides. Ça veut dire qu'elle absorbe les herbicides, les conserve, et nous quand on va manger les plantes, bon, je vous laisse juger. Ensuite, il y a des stratégies antivirales concernant ces pratiques
de transgénèse. D'autres exemples de résistance aux insectes, par exemple résistance aux pucerons chez le melon. Donc il y a très peu de solutions conventionnelles. On peut avoir des solutions transgéniques qui existent. Production par la plante d'une protéine toxique pour certaines larves de lépidoptères par exemple. Donc voilà. Donc on peut avoir des résistances, tolérance au stress abiotique, tolérance aux métaux toxiques, stress hydrique, de nombreux gènes candidats testés, par exemple la tomate résistante au sel. Il y a évidemment des améliorations de la qualité, donc la qualité industrielle ou nutritionnelle. Par exemple, concernant le colza, on peut avoir une augmentation de la teneur en huile de la graine, un doublement de la teneur en sucre de la canne à sucre, une adaptation de la biomasse ligno-cellulosique à ses usages, ou la modification de la structure de l'amidon par exemple. On peut avoir un enrichissement du riz en provitamine A, par exemple c'est le cas du riz doré. Bon. Un autre exemple d'application industrielle, c'est la pomme de terre produisant uniquement de l'amylopectine. Alors l'amylopectine s'oppose à l'amylose. Enfin, s'oppose, c'est un grand mot. L'amylose, c'est une succession de glucoses qui sont fixés entre eux, mais pas dans les 3 dimensions. Alors que l'amylopectine, ce sont des molécules de glucose qui sont connectées entre elles, associées entre elles en fait, mais dans les 3 dimensions. Donc il y a pomme de terre produisant uniquement de l'amylopectine, donc dans les 3 dimensions, c'est sucre. L'intérêt industriel, donc c'est un épaississant, amidon à haut poids moléculaire, de faible teneur en lipides et protéines. Il est transparent et de bonne solubilité. On peut utiliser des papiers, donc peut être utilisé comme adhésif, textile, construction, enfin on peut lui utiliser ses intérêts industriels concernant d'autres applications industrielles comme le papier, les adhésifs, les textiles, construction, les cosmétiques, etc., etc., etc. Bon voilà, donc les OGM existent, bon je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. Donc ça veut dire que les espèces vont évoluer continuellement et les hommes ont mis à profit cette variabilité pour adapter les végétaux cultivés à leurs besoins. Il est toujours nécessaire d'améliorer les plantes pour répondre à l'évolution des contraintes biotiques, par exemple des maladies ou des prédateurs, et assurer des rendements minimums. De nouveaux objectifs de qualité et de durabilité s'y ajoutent. Les méthodes classiques de sélection sont nécessaires, en particulier pour les caractères quantitatifs et multigéniques. Le développement de la génomique facilite et augmente la puissance de ces approches et ouvre de nouvelles perspectives de sélection génomique. Les biotechnologies permettent d'élargir la base génétique utilisable, par exemple les gènes bactériens ou de levure, et en faisant progresser les connaissances, d'envisager une véritable ingénierie génétique. Elles permettent, ces biotechnologies, donc également de réduire considérablement le temps d'introgression des caractères d'intérêt dans de nombreuses variétés locales adaptées. Les biotechnologies ne modifient pas les contraintes classiques qui s'imposent à l'amélioration des plantes et à l'agriculture, par exemple maintien de la biodiversité, apparition de résistance aux herbicides, maladies, vecteurs, donc prédateurs ou d'effets non attendus. Mais elles offrent les outils nécessaires pour y répondre. Que cela soit pour l'amélioration conventionnelle ou reposant sur les biotechnologies, la disponibilité et diffusion des ressources génétiques reste un facteur clé et stratégique. Alors, donc on a déjà beaucoup parlé, mais c'est pas fini parce qu'on passe donc, concernant cette domestication des plantes, on
passe des plantes sauvages aux plantes domestiquées. Ça veut dire que il y a des parents sauvages des plantes domestiquées qui, par domestication et sélection naturelle, grâce à des mutations et à des phénomènes de polyploïdisation, on va pouvoir obtenir des variétés anciennes de plantes domestiquées. Et puis, nouvelle sélection artificielle, nouvelles mutations vont donner des variétés modernes de plantes domestiquées. Mais il peut y avoir dans ces plantes des sensibilités, par exemple sensibilité aux maladies et bioagresseurs. Alors quand on parle de plantes domestiquées, d'abord domestiquer ça veut dire quoi? Eh bien, c'est un processus qui repose principalement sur la sélection artificielle consistant à favoriser les caractères utiles humains au cours de la reproduction de plantes et d'animaux initialement sauvages. Par conséquent, la plante domestiquée, c'est une espèce végétale propre à la consommation et cultivée par les humains. Lorsque l'on parle de sélection artificielle, on parle de quoi? Eh bien, c'est un cas particulier de la sélection naturelle dans laquelle les humains exercent une sélection, c'est-à-dire un choix, des individus présentant des caractères d'intérêt en favorisant leur reproduction et leur contribution génétique à la génération suivante. Lorsque l'on parle de variété, on parle de quoi? Eh bien, c'est un sous-ensemble d'une espèce qui regroupe des individus ayant des caractères phénotypiques semblables. Génétiquement, les variétés peuvent être homogènes si tous les individus ont le même génotype, ou hétérogènes s'il existe de la diversité génétique intra-variétale, c'est-à-dire au sein d'une variété. Lorsque l'on parle de diversité génétique, eh bien c'est le niveau de la biodiversité correspondant à la diversité des allèles présents chez l'ensemble des individus d'une espèce donnée. Lorsque l'on parle de mutualisme, c'est-à-dire une entraide entre les plantes par exemple et l'homme, eh bien le mutualisme concerne une interaction à bénéfice mutuel. Ce type d'interaction exerce des pressions de sélection réciproques. Lorsque l'on parle de plantes sauvages, on parle de plantes qui vivent dans la nature indépendamment des humains, donc qui est à l'état sauvage. Voilà, donc lorsque je vous disais qu'on passe des plantes sauvages aux plantes domestiquées, et après avoir donné un certain nombre de définitions, eh bien on a bien des parents sauvages au départ, qui ne sont pas utilisés par l'homme, et puis on va avoir des plantes domestiquées, qui proviennent de ces parents sauvages suite à des mutations, par exemple, et suite à la domestication empirique, c'est-à-dire basée sur les expériences uniquement et sur l'observation, qui permettait de sélectionner de manière artificielle et non pas naturelle, puisque l'homme intervient. Les mutations peuvent être naturelles, mais l'homme sélectionne les caractères intéressants. Par conséquent, on a bien une domestication de plantes sauvages. Cette domestication, elle se fait parce qu'il y a des caractères bénéfiques importants pour l'homme. Voilà. Alors, ces plantes sauvages, donc qui sont des parents de plantes, des parents sauvages de plantes domestiquées, sont adaptées à la vie en milieu naturel, sans que l'homme intervienne. C'est-à-dire que leur reproduction est efficace, sans que l'homme intervienne, ça se fait tout seul. La protection contre les bioagresseurs n'est pas négligeable, et il y a une dissémination efficace des graines, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, si vous prenez un grain de maïs, vous pouvez attendre 1000 ans et il ne tombera jamais du pied. C'est l'homme qui doit arracher l'épis de maïs et séparer les grains, et puis les planter éventuellement après, mais ça ne se passera pas tout seul. Et concernant ces parents sauvages de plantes domestiquées, il y a une très forte diversité génétique, donc de nombreux allèles pour un même gène ou pour plusieurs gènes, différents allèles évidemment. Parce qu'un allèle, c'est l'expression d'un gène.
on peut avoir différents allèles, donc différentes expressions possibles du gène. Alors, ce que je dis, c'est un allèle s'exprime. Un allèle, c'est un gène, en fait. Mais un gène peut posséder plusieurs formes de lui-même que l'on appelle des allèles. Et l'expression de ces allèles donne des protéines différentes. Donc un phénotype moléculaire différent qui va avoir un rôle plus ou moins important dans l'alimentation pour l'homme ou pour les animaux qui sont autour de lui. Alors, lorsque l'on parle de variétés anciennes de plantes domestiquées, donc qui proviennent de parents sauvages, évidemment, eh bien, c'est utile pour l'humain parce que les cultures sont facilitées, il y a une bonne conservation et de bonne qualité nutritive. Donc la sélection, ce n'est pas fait au hasard, la sélection empirique. Par contre, là, on n'a plus cette forte diversité génétique. Donc certains allèles ont disparu. Donc il y a moins de diversité allélique. Et puis, le temps passe encore et la sélection se poursuit, sélection artificielle. Les mutations se poursuivent, l'empirisme se poursuit et on obtient des variétés modernes, c'est-à-dire actuelles en fait, de plantes domestiquées qui proviennent évidemment de parents sauvages ou de variétés anciennes. Donc ces variétés modernes de plantes domestiquées sont adaptées à l'agriculture intensive qui existe aujourd'hui évidemment. Donc il y a une homogénéité de rendement et des qualités industrielles relativement importantes. Autrement dit, tout est basé sur l'économie, sur l'argent. Mais bon, d'un autre côté, le nombre d'humains augmente sur la planète. On se demande où ça va s'arrêter. Et il faut de plus en plus de nourriture, donc il faut que l'homme ne peut plus utiliser les plantes sauvages pour se nourrir et faire son tri. Voilà. Il faut qu'il y ait une industrialisation, une gestion en quelque sorte de la nourriture à l'échelle planétaire. Et c'est pas simple. Alors, donc ça veut dire qu'on est passé donc de plantes sauvages aux plantes domestiquées. Donc on parle de domestication végétale évidemment. Donc en cultivant les plantes, les hommes ont sélectionné évidemment progressivement certains caractères qui les intéressaient et ont cultivé ces plantes domestiquées en fait, mais ont oublié un petit peu les parents sauvages. Donc alors on parle de mutualisme pour les variétés modernes de plantes domestiquées. Tout à l'heure je vous disais, sur un pied de maïs, on a les épis qui contiennent des grains de maïs. Ça ne tombera jamais tout seul. Donc ça veut dire que l'homme aide la plante à pousser, il sème un grain de maïs, et ensuite le maïs donne à partir d'un grain, donc plusieurs épis de maïs, donc un nombre très important de grains sur plusieurs épis, donc les deux s'entraident en fait. Ça veut dire que l'homme fait pousser le maïs et le maïs lui apporte des résultats. Donc il y a, concernant ce processus de domestication, eh bien, il y a une diversité génétique des plantes cultivées qui sont en général en nombre beaucoup plus important que les plantes sauvages leur correspondant. Mais ces plantes sauvages doivent être gardées en mémoire comme banque de données, pas secrètement, mais donc gardées comme ressources génétiques pour ajouter par croisement des caractères d'intérêt dans des variétés cultivées. Donc il y a une faible diversité génétique des plantes cultivées. Par exemple, lorsqu'une variété homogène génétiquement est cultivée de façon prédominante. Et ceci est à l'origine d'un risque de voir proliférer et se propager des bioagresseurs qui s'adaptent en fait
à ces nouvelles situations par rapport à ce qu'il y avait à l'état sauvage. Alors l'homme cherche et cherche encore à obtenir de nouvelles variétés. Alors ça peut être par croisement entre variétés ou avec des espèces sauvages, et ça peut être par mutation induite, non plus des mutations naturelles, mais des mutations que l'homme provoque. À ce moment-là, il peut sélectionner des plantes par rapport à un phénotype qui est en grande quantité ou par rapport à des marqueurs moléculaires qui, eux, seront intéressants, point de vue, par exemple, alimentation. Donc il y a de nombreuses variétés nouvelles, en fait, qui sont mises au point au cours de cette domestication. Donc l'homme cherche à obtenir des caractères toujours plus intéressants. Je dis et je répète, résistance aux maladies infectieuses végétales, amélioration de la qualité nutritionnelle ou industrielle ou les deux, meilleure conservation, etc. Et quelle que soit l'époque, la mise au point de nouvelles variétés a toujours reposé sur la prise en compte de toute la variabilité génétique et phénotypique disponible. Par exemple, on a les ressources sauvages qu'il faut garder, si possible. Il y a des variétés existantes, des mutations spontanées, des mutations induites. L'homme peut travailler sous tous les niveaux, sous plusieurs plans en même temps. Il faut garder à l'esprit que la réalisation de croisements permet d'associer des caractères intéressants. La sélection artificielle des individus possède dans des combinaisons de caractères intéressantes et qui seront les parents de nouvelles variétés. Donc ces étapes peuvent être accélérées par ce que l'on appelle les biotechnologies, que l'on a décrit tout à l'heure, comme par exemple le phénotypage haut débit, ou la sélection assistée par marqueurs, par exemple. Ça veut dire que on repère un gène particulier et on le marque de part et d'autre. Il y a un marqueur fluorescent, par exemple. Et donc, le repérage dans cette plante de ce marqueur permet de dire il y a bien un marqueur, donc ce gène est bien présent. Il y a des marqueurs, donc ce gène est bien présent. Et ça évite de faire des pratiques culturales qui peuvent durer très longtemps. Donc, pour vérifier s'il y a bien le gène. On peut faire une pratique culturelle. Mais si on sait que s'il y a le marqueur, on a bien le gène, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire la culture. On sait bien qu'il y a le gène. Donc on n'a plus qu'à passer à la phase suivante pour, par exemple, l'industrialisation de telle ou telle plante. Ensuite, la domestication des plantes peut interagir avec l'évolution humaine également, évidemment. Alors on peut imaginer plein de choses, hein. Par exemple la mastication, les aliments riches en amidon qui augmentent le nombre de copies du gène de certains enzymes. Voilà. Ça peut être la source différente d'acides gras, par exemple poissons et légumes, augmentation de la diversité allélique du gène de certains enzymes. Donc ça veut dire que on peut avoir des changements de régime alimentaire en relation avec l'évolution humaine et en relation évidemment avec cette domestication des plantes. L'alimentation exerce une pression de sélection importante qui a un retentissement sur l'évolution humaine. Par exemple, des populations qui ont des régimes riches en amidon